Oh putain, Georgie. Ce n'est pas une explosion nucléaire. Ceci est un dépôt de munitions russes qui explose après une frappe de drone ukrainien. En fait, ce n'est qu'une des nombreuses frappes que l'Ukraine a menées la semaine dernière pour paralyser la capacité de la Russie à faire la guerre. Ils ont éliminé des commandants, ils ont éliminé des généraux, et ils ont détruit des usines, tableaux et des dépôts de munitions comme celui-ci. Poutine est tellement désespéré qu'il supplie à nouveau Kim Jong-un, cette fois pour obtenir plus de soldats. Mais d'abord, voici Kim Jong-un, lui-même versant des larmes de crocodile après l'arrivée des corps de soldats nord-coréens dans le pays. Vous voyez, à l'automne 2024, la Corée du Nord a initialement envoyé 11 000 soldats en Russie pour repousser la contre-attaque ukrainienne dans l'oblast de Koursk, en Russie. Cela ne s'est pas bien passé pour les soldats nord-coréens. Selon les rapports, ils ont subi entre 4 000 et 6 000 pertes et le reste continue de se battre. Mais maintenant, Poutine supplie à nouveau Kim Jong-un d'envoyer plus de soldats, et Kim a accepté. La Corée du Nord a été le premier pays à envoyer ses soldats dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et maintenant, elle augmente son implication. C'est quelque chose que nous avions prédit lorsque la Corée du Nord a envoyé ses soldats initialement. Le monde n'a pas réagi comme il aurait dû face à cette escalade, et maintenant, de plus en plus de soldats vont arriver. Voici l'extrait de notre conversation avec le général Ben Hodges, qui avait souligné cela à l'automne dernier. Écoutons. Mais d'abord, vous savez que nos vidéos sur la guerre en Russie sont toujours dépréciées par des bots russes présents sur tous les réseaux sociaux. Alors si vous pouvez prendre une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner, cela nous aide énormément. Maintenant, voici un extrait du général Ben Hodges. Quel est l'intérêt de la Corée du Nord? Bien sûr, la Corée du Nord se trouve dans une situation où elle a la Corée du Sud très prospère, avec aussi une armée très compétente et environ 30 000 soldats américains en Corée du Sud. Donc la Corée du Nord a toujours eu cela pour protéger le régime, maintenant avec la troisième génération des Kim. Alors, quel est leur intérêt stratégique? Évidemment, c'est la survie du régime avant tout. La Chine n'est pas une alliée de la Corée du Nord parce que les Chinois savent que si et quand la Corée du Nord finit par s'effondrer à cause de tous les énormes problèmes qu'elle rencontre, notamment la famine de sa propre population à un moment donné, est-ce que cela va craquer? Je ne sais pas, mais il y aura des millions de Nord-Coréens affamés qui déferleront en Chine. Donc la Chine garde un œil là-dessus. Et je pense que les Chinois aiment d'avoir une zone tampon entre eux et une Corée du Sud soutenue par les États-Unis. La Corée du Nord a tout de même un ami, la Russie. Je veux dire, tu te souviens que Poutine était là-bas il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense qu'il y a une relation basée sur certains objectifs communs et probablement que la Russie est capable de payer beaucoup d'argent à la Corée du Nord pour ces munitions qu'ils obtiennent en vendant du pétrole à l'Inde et à la Chine, du pétrole et du gaz toujours. Maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est la qualité des munitions qui ont été fournies. J'ai vu des rapports contradictoires, mais même si 50% étaient défectueux, 50% de 3 millions, ça fait beaucoup de munitions d'artillerie. Ce n'est donc pas anodin. Et j'espère qu'à un moment donné, les Ukrainiens ou quelqu'un d'autre trouveront un moyen de perturber cette chaîne d'approvisionnement. Les Ukrainiens ont bien détruit un tunnel ferroviaire au début du processus, mais celui-ci a été réparé ou contourné, donc il faudra un effort soutenu pour vraiment perturber cela. Un effort où la Corée du Nord transporte des munitions par bateau jusqu'en Russie, vers un port russe, puis elles sont chargées sur des trains et traversent la Russie jusqu'en Ukraine. Maintenant, combien de soldats nord-coréens y a-t-il?
Je ne suis pas surpris qu'il y ait des officiers là-bas, soit en tant qu'aide technique. J'ai entendu dire que les Nord-Coréens allaient fournir des unités du génie, par exemple des ingénieurs de combat. Je ne peux pas encore juger la qualité de leur travail, que ce serait le moment pour les États-Unis et la Corée du Sud de rappeler à la Corée du Nord qu'il y a une force sud-coréenne très importante et puissante avec un grand contingent américain en Corée du Sud pour s'assurer que la Corée du Nord ne pense pas qu'elle peut simplement prendre tout ce qu'elle a et le donner à la Russie. Vous voyez, si le général dit que la Corée du Nord ne devrait pas simplement pouvoir donner tout ce qu'elle habite et à la Russie, c'est parce que les soldats ne sont pas la seule chose que la Corée du Nord envoie. Depuis le début de cette guerre, depuis le début de cette invasion insensée lancée par Poutine, la Corée du Nord soutient la Russie avec des missiles et bien sûr des munitions. En fait, selon des rapports de la fin de l'année dernière, il a été indiqué que la Corée du Nord avait envoyé environ 3 millions d'obus d'artillerie à la Russie. Bien sûr, tous ne fonctionnent pas comme annoncé, mais même si 50% d'entre eux fonctionnent, c'est une aide énorme pour l'armée russe qui a déjà du mal à gagner du terrain en Ukraine. En échange de toute cette aide, Kim Jong-un en a tiré de gros profits. Selon un rapport de Newsweek, l'implication de la Corée du Nord dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine a généré plus de 20 milliards de dollars pour l'économie nord-coréenne. La majeure partie de cet argent provient des munitions que la Corée du Nord fournit à la Russie. En fait, selon les services de renseignement sud-coréens, la Corée du Nord a transféré plus de 15 000 conteneurs de munitions. L'année dernière, Poutine a demandé à Kim d'envoyer des soldats, mais cela n'a pas suffi. L'envoi de soldats nord-coréens en Russie est un accord gagnant-gagnant pour Poutine et Kim Jong-un, compte tenu de l'état de l'économie nord-coréenne. Est en difficulté, donc Kim cherche tous les moyens possibles pour faire entrer de l'argent. Surtout pour lui-même, ses proches et pour les soldats. Les 10 000, 11 000 soldats qu'il a envoyés l'année dernière. La Russie lui a payé environ 200 millions de dollars. Maintenant, cela semble être un chiffre énorme. Mais quand on fait vraiment le calcul, c'est en fait moins cher que ce que Poutine paye pour un conscrit russe. Vous voyez, 200 millions de dollars pour environ 10 000 soldats, cela fait 20 000 par soldat. En comparaison, Poutine offre aux citoyens russes des primes qui s'élèvent à 60 000 dollars rien que pour s'engager dans l'armée. Et en plus de cela, les soldats, les citoyens russes, reçoivent un paiement mensuel de 2 000 dollars. De plus, ils reçoivent des primes en cas de blessure ou de décès. Leurs familles reçoivent des dizaines de milliers de dollars de la part du gouvernement russe. Ce coût s'accumulait. L'année dernière, 8% du budget russe était dédié aux primes d'enrôlement et aux indemnités pour blessures et décès. C'est un chiffre énorme, et c'est pourquoi, pour Poutine, avoir des soldats nord-coréens pour seulement 20 000 dollars chacun, c'est vraiment, vraiment une bonne affaire. De plus, la mort de soldats nord-coréens dans cette guerre est moins problématique que celle de soldats russes. Vous voyez, si ce sont des Russes qui meurent, les funérailles auront lieu en Russie. Et si les pertes deviennent trop nombreuses, le peuple russe pourrait se retourner contre Poutine à cause de la tournure que prend cette guerre. Nous savons que les deux camps ne peuvent pas se permettre de continuer au rythme auquel ils continuent. La Russie perd environ plus de 1000 personnes chaque jour depuis un demi-an, en pertes humaines. Et le fait d'avoir des Nord-Coréens, pour simplement remplacer cela, est une énorme victoire pour Poutine afin de prolonger cette guerre. Une autre chose à souligner, cependant, c'est que nous savons, d'après le premier groupe de Nord-Coréens, que la relation entre les soldats russes et les Nord-Coréens n'était pas si fluide. En fait, il y avait beaucoup de tensions et beaucoup d'allers-retours. Nous pouvons en fait l'entendre dans cet enregistrement audio intercepté d'un soldat russe. Alors écoutons. Dans des communications interceptées depuis la ligne de front, obtenues par le renseignement militaire ukrainien, on peut entendre des soldats russes se plaindre de leurs nouveaux alliés. Les Nord-Coréens sont désignés sous le nom de code Bataillon K. J'étais assis avec quelqu'un du bataillon K. Il m'a parlé du bataillon K. Je lui ai demandé qui recevait des armes et des munitions de leur part. Il m'a dit que nous recevions de la nourriture sèche. Je lui ai demandé qui la recevait. Il m'a dit que ce sont les brigades qui la recevaient. Les vraies brigades, c'est-à-dire que vous la receviez. On peut aussi les entendre appeler grossièrement les Nord-Coréens, les Chinois. Les interceptions audio révèlent également des plans prévoyant un interprète et 3 officiers supérieurs pour chaque groupe de 30 Nord-Coréens.
Le Kremlin avait d'abord rejeté les allégations concernant le déploiement de troupes nord-coréennes. Mais lors du récent sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, le président russe Vladimir Poutine a semblé reconnaître que Pyongyang avait envoyé des soldats dans le pays. Encore une fois, cela remonte à la dernière fois où la Corée du Nord a envoyé des soldats. C'était à l'automne 2024. Ils ont eu beaucoup de problèmes au début. Certains étaient même amusants, comme le rapport qui montrait que les soldats nord-coréens étaient redevenus accros à la pornographie à une échelle industrielle, car c'était la première fois qu'ils avaient un accès illimité à Internet. Et tu sais ce que tout le monde fait en découvrant Internet pour la première fois. Les soldats nord-coréens ont agi de cette manière. Progressivement, la Russie a appris à collaborer efficacement avec la Corée du Nord et à l'utiliser à bon escient. À cause de la barrière de la langue, les Nord-Coréens et les soldats russes n'étaient pas vraiment mélangés. Ils n'étaient pas envoyés ensemble en mission. Un bataillon nord-coréen séparé opérait de manière indépendante, mais recevait toujours des ordres des supérieurs. Ils savaient quoi faire grâce aux instructions des Russes, mais sur le champ de bataille, ils opéraient seuls et les Russes opéraient seuls. Ces soldats nord-coréens ont en fait joué un rôle important dans la capacité de la Russie à reprendre l'oblast de Koursk à l'Ukraine. L'un des plus grands problèmes que posent les Nord-Coréens aux Ukrainiens, c'est le fait qu'ils sont endoctrinés, les Nord-Coréens. Donc ils ne se rendent pas. Ils se battent jusqu'à la dernière balle. Ils se battent jusqu'à la mort. De nombreux soldats ukrainiens rapportent entendre les Nord-Coréens crier le nom de Kim Jong-un pendant les combats, comme s'il était une divinité. Donc, ils croient que c'est leur devoir de mourir pour le grand dirigeant Kim. La Russie a cerné et résolu de nombreux problèmes liés à la collaboration avec la Corée du Nord. Mais il y a encore certains problèmes qu'ils n'ont probablement pas résolus. Un exemple d'une telle situation est celui-ci. Les Nord-Coréens et les drones. Vous voyez ? Ils n'ont pas de drones en Corée du Nord. Et si la guerre entre la Russie et l'Ukraine en est la preuve, les drones sont devenus essentiels sur les champs de bataille modernes. Surtout sur le champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine. Mais les Nord-Coréens ne savent en réalité pas comment fonctionnent les drones, quoi faire pour les utiliser ou quoi faire pour les éviter. En fait, selon certains rapports de l'année dernière, on a vu qu'ils ne réagissent même pas au bruit que font les drones. Vous voyez, pour les soldats russes, le son des drones est devenu quasiment une seconde nature. À l'approche des drones, ils courent, se cachent ou activent leurs contre-mesures pour neutraliser les signaux des appareils. Les Nord-Coréens n'ont aucun de ces réflexes parce qu'ils n'ont jamais eu affaire aux drones. Ils ne réagissent pas au bruit d'un drone en faisant une cible facile. De nombreux Nord-Coréens tentent également d'échapper à un drone. N'oubliez pas, certains de ces drones peuvent atteindre 100 miles à l'heure. Aucun humain ne peut distancer cela, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est vraiment un très très gros problème pour les Nord-Coréens sur le champ de bataille. Une bonne nouvelle pour l'Ukraine, et une grande raison pour laquelle la Corée du Nord a subi un taux de perte aussi élevé. Voici donc de nouveaux détails sur les nouveaux Nord-Coréens qui arrivent pour combattre pour la Russie. Ils ont apporté des tactiques quasi suicidaires et impitoyables, les grondements d'une guerre qui devient mondiale. 11 000 soldats nord-coréens ont aidé la Russie à expulser les soldats de Kiev de sa frontière de Koursk. Mais cela, il semble, n'est que le début. Selon les renseignements ukrainiens, la chaîne ENEN a appris que jusqu'à 30 000 autres pourraient être envoyés sur les lignes de front pour une offensive estivale. Avec Moscou avide de main-d'œuvre et Pyongyang désireux de former ses troupes dans la guerre brutale des tranchées et des drones. Aperçus pour la première fois en octobre ici, les itinéraires utilisés à l'époque pourraient être de nouveau actifs récemment. Un navire de transport de troupes Raputa a été aperçu ici le 18 mai, le même type de navire dans le même port russe utilisé pour les transports l'année dernière, ont déclaré des experts. L'Ukraine estime également que la Russie va réaménager des avions de transport comme ceux aperçus ici sur le tarmac en juin à l'aéroport Sunan de Corée du Nord pour déplacer autant de Nord-Coréens. Ils seront probablement transportés par avion ou train à travers la Sibérie jusqu'au front. À 10 km à l'est de Koursk, ce camp s'est agrandi ces derniers mois. Un autre signe du renforcement de la Corée du Nord. La même chose que nous avons dite au début de la vidéo et l'année dernière. Si rien n'est fait, l'implication nord-coréenne dans cette guerre continuera de croître. On peut le deviner en se basant sur les préparatifs que la Russie fait actuellement. Ils règlent la logistique pour continuer à transférer des soldats nord-coréens de la Corée du Nord vers la Russie. Et en plus de ça, ils construisent des casernes en Russie qui donnent l'impression que les Nord-Coréens prévoient de rester longtemps. En fait, la Russie fournit aussi aux soldats nord-coréens
de la nourriture nord-coréenne, qui vient directement de Corée du Nord. Ce qui m'a surpris parce que je ne pensais pas que la Corée du Nord avait assez de nourriture pour en exporter vers la Russie. Mais tout cela indique une seule chose. Ce conflit va s'aggraver jusqu'à ce que nous arrêtions la Russie. Davantage de pays vont poursuivre leur engagement. Ici, nous avons de nouveau le chef de l'OTAN, qui réagit à cette nouvelle concernant les soldats nord-coréens venant en Russie. Je ne parlerai pas au nom du président, mais je le félicite d'avoir brisé l'impasse avec Vladimir Poutine lorsqu'il est entré en fonction. Il était le seul à pouvoir faire cela. Donc cette conversation a commencé. Et nous devons maintenant nous assurer que l'Ukraine a ce dont elle a besoin pour que la Russie vienne à la table des négociations et ait un dialogue significatif avec l'Ukraine. Pas en envoyant un historien pour parler de ce qui s'est passé en 70 ou peu importe, mais en ayant des discussions sérieuses sur les réalités d'aujourd'hui. Et les Ukrainiens, déjà, ils veulent un cessez-le-feu, dès qu'ils pourront l'obtenir. Et ils veulent parvenir à un accord de paix, et cela signifiera en effet que nous devrons chercher des moyens, y compris potentiellement des sanctions et d'autres moyens pour mettre un peu plus de pression sur les Russes. Mais je veux vraiment remercier le président Trump pour ce qu'il a fait, à la fois pour pousser les Européens à payer pour notre défense collective au sein de l'OTAN, ainsi que pour avoir lancé cette conversation avec les Russes. J'ai des nouvelles concernant ce que j'ai partagé hier. Les États-Unis suspendent les livraisons à l'Ukraine. J'essaie d'être prudent et de ne pas réagir trop vite à cette nouvelle. Mais après avoir eu plus de confirmations sur cette nouvelle, il semble que ce soit vrai. Les États-Unis suspendent certaines livraisons d'armes à l'Ukraine. Et la principale raison derrière cela, c'est que nos stocks sont faibles. Voici le porte-parole du département d'État qui donne plus de détails. Je voulais poser une question à propos de... Je comprends la décision concernant les armes à... Je comprends que la décision sur les armes à fournir à l'Ukraine soit prise au Pentagone, mais d'un point de vue diplomatique, est-ce que suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine rend plus difficile d'amener la Russie à la table des négociations pour un accord de paix ou un cessez-le-feu, parce que cela pourrait d'une certaine manière alléger la pression potentielle sur eux? C'est une très bonne question, mais c'est bien que cela ne soit pas un facteur parce que nous n'avons pas suspendu l'envoi d'armes à l'Ukraine. Ceci est un aspect, une situation, un événement qui a changé. Comme vous l'avez entendu du département de la Défense, il existe de nombreuses autres options solides et efforts concernant la situation en Ukraine. Concernant les armes, je ne parle pas au nom du ministère de la Défense. Je me réfère uniquement à leurs déclarations et à ce qu'ils ont dit très clairement. Le président a également réaffirmé son engagement concernant les missiles Patriot. Ce n'est pas, je vais insister là-dessus, ce n'est pas un arrêt de l'aide des États-Unis à l'Ukraine ni de la fourniture d'armes. C'est un seul événement dans une seule situation. Et nous discuterons de ce qui pourrait arriver à l'avenir, mais fais attention à ne pas généraliser trop rapidement. D'accord. Maintenant, beaucoup de gens se demandent pourquoi la Maison-Blanche fait cela. La raison officielle est-elle la véritable raison? Faisons-nous pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse plus de concessions à la Russie dans le but de conclure un accord de paix et mettre fin à cette guerre? Encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Mais une chose est sûre. Alors que les alliés de l'Ukraine prennent du recul, ceux de la Russie s'impliquent davantage. Les troupes nord-coréennes combattant désormais hors de la Russie. Ils combattaient pour reprendre Koursk, qui était toujours un territoire russe sous contrôle ukrainien. Mais maintenant, les nouveaux soldats, les 30 000 Nord-Coréens qui arrivent, n'ont pas besoin de se battre à Koursk. Il est donc très probable que les troupes nord-coréennes seront engagées dans des combats, dans des parties de l'Ukraine, occupées par la Russie. Cela signifie que c'est la toute première fois que des soldats nord-coréens mettent le pied sur le territoire ukrainien et combattent pour la Russie. Si ce n'est pas une extension de la guerre, je ne sais pas ce que c'est. Cela signifie que nous ne pouvons qu'espérer que l'Occident, et plus précisément les États-Unis, réagissent de manière appropriée à une telle escalade. Des troupes étrangères combattent à l'intérieur de l'Ukraine et combattent contre l'Ukraine.